Bonsoir à tous, bonsoir et je vous souhaite tout d'abord une merveilleuse nouvelle année 2016 en espérant de la joie, du bonheur pour vous tous qui nous regardez sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Tout d'abord, je voudrais faire un petit coucou à certaines personnes qui m'envoient de nombreux messages via les réseaux sociaux. Également, vous pouvez le faire avec le hashtag VBN sur Twitter, Facebook. Il y a aussi la fanpage. Bref, vous connaissez tous la musique, pas besoin de vous le répéter. Et de plus, vous pouvez également nous envoyer vos petits courriers, des mots, tout ce que vous voulez. Donc, au 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne-Billancourt. Et bien sûr, vous marquez D8 en gros énorme. De retour, la fée Bafouille. Et oui, c'est moi. Enfin, ce soir surtout, ce sera la fée ce qu'elle peut. Quelques dates. Vers 1650, la naissance de Marie-Christine Le Jumel de Barneville. Marie-Catherine, voilà, déjà, ça commence. Dans une famille de la noblesse normande. En 1666, Marie-Catherine Le Jumel se marie avec le baron d'Aulnoy, qui est de 30 ans plus âgé qu'elle. En 1669, elle quitte son mari pour retourner chez sa mère. De 1672 à 1675, Madame d'Aulnoy connaît une période très sombre et trouvera un échappatoire dans des voyages au travers de l'Europe. En 1690, elle résidera dans un couvent à Paris. Et en février aura lieu la première publication de son premier roman, Histoire d'Hippolyte, conte de Douglas, dédié à la princesse de Conti, qui est la fille de Louis XIV, dans lequel figure son tout premier conte de fées. 1697, premier volume des contes de fées. 3 autres volumes paraissent la même année. 1698, publication des contes nouveaux ou les fées à la mode en 2 tomes. Puis de la suite des contes nouveaux ou des fées à la mode en 2 nouveaux volumes. Madame d'Aulnoy meurt à Paris le 12 ou 13 janvier 1705. Et voici, nous allons démarrer cette nouvelle année donc avec les contes de fées de Madame d'Aulnoy. À son Altesse royale, Madame. Voici des reines et des fées qui, après avoir fait le bonheur de ce qu'il y avait le plus charmant et le plus recommandable dans leur temps, viennent chercher à la cour de votre Altesse royale ce qu'il y a de plus illustre et de plus aimable dans le nôtre. Elles savent que la France possède une grande princesse dont toutes les actions doivent servir d'exemple, et qui joint à la noblesse de plus auguste sang une bonté et une générosité merveilleuses. Elles savent, Madame, que toutes les vertus ont également concouru à former leur cœur. L'esprit et la personne de votre Altesse royale. Ce sont sans doute de grandes princesses comme vous, Madame, qui ont donné lieu d'imaginer le royaume de féerie. On s'est persuadé qu'il fallait qu'il y eût des génies particuliers qui eussent pris soin de ces personnes incomparables, en qui tout est merveilleux. Si cela est, comme il n'en faut point douter, vous voyez, Madame, par combien de raisons je me suis vue engagée de dédier ce qu'on raconte des fées à votre Altesse royale. Je viens avec elle vous rendre de très humbles actions de grâce pour la permission que vous m'en avez accordée. Et si j'avais à présent quelque chose à désirer, ce ne serait ni le chapeau, ni les roses du prince lutin, ni la jeunesse de Florine, ni la beauté de Gracieuse. Ce serait, Madame, assez d'esprit pour amuser agréablement votre Altesse royale. Cet honneur remplirait mes désirs, satisferait ma vanité et me rendrait plus heureuse que si toutes les fées de l'univers m'avaient fait part de leurs précieux dons. Je suis, avec toute la reconnaissance et la respectueuse soumission que je dois, Madame, de votre Altesse royale.
la très humble, très obéissante et très obligée servante. Gracieuse et Persinée. Il y avait une fois un roi et une reine qui n'avaient qu'une fille. Sa beauté, sa douceur et son esprit qui étaient incomparables la firent nommer Gracieuse. Elle faisait toute la joie de sa mère. Il n'y avait point de matin qu'on ne lui apportât une belle robe, tantôt de brocart d'or, de velours ou de satin. Elle était parée à merveille, sans être ni plus fière ni plus glorieuse. Elle passait la matinée avec des personnes savantes qui lui apprenaient toutes sortes de sciences. Et l'après-dîner, elle travaillait auprès de la reine. Quand il était temps de faire collation, on lui servait des bassins pleins de dragées et plus de 20 pots de confiture. Aussi disait-on partout qu'elle était la plus heureuse princesse de l'univers. Il y avait dans cette même cour une vieille fille, fort riche, appelée la duchesse Grognon, qui était affreuse de tout point. Ses cheveux étaient d'un roux couleur feu. Elle avait le visage épouvantablement gros et couvert de boutons, de 2 yeux qu'elle avait eus autrefois. Il ne lui en restait qu'un chassieux. Sa bouche était si grande qu'on eût dit qu'elle voulait manger tout le monde. Mais comme elle n'avait point de dents, on ne la craignait pas. Elle était bossue devant et derrière et boiteuse des 2 côtés. Ces sortes de monstres portent envie à toutes les belles personnes. Elle haïssait mortellement Gracieuse et se retira de la cour pour n'en entendre plus dire du bien. Elle fut dans un château à elle, qui n'était pas éloigné. Quand quelqu'un l'allait voir et qu'on lui racontait des merveilles de la princesse, elle s'écriait en colère. « Vous mentez, vous mentez ! Elle n'est point aimable. J'ai plus de charme dans mon petit doigt qu'elle n'en a dans toute sa personne. » Cependant, la reine tomba malade et mourut. La princesse Gracieuse pensa mourir aussi de douleur d'avoir perdu une si bonne mère. Le roi regrettait beaucoup une si bonne femme. Il demeura près d'1 an enfermé dans son palais. Enfin, les médecins, craignant qu'il ne tombât malade, lui ordonnèrent de se promener et de se divertir. Il fut à la chasse. Et comme la chaleur était grande, en passant par un gros château qu'il trouva sur son chemin, il y entra pour se reposer. Aussitôt, la duchesse Grognon, avertie de l'arrivée du roi, car c'était son château, vint le recevoir et lui dit que l'endroit le plus frais de la maison, c'était une grande cave bien voûtée, fort propre, où elle priait de descendre. Le roi y fut avec elle, et voyant 200 tonneaux rangés les uns sur les autres, il lui demanda si c'était pour elle qu'elle faisait une si grosse provision. « Oui, sire, dit-elle, c'est pour moi seule. Je serais bien aise de vous en faire goûter. Voilà du Canari, du Saint-Laurent, du Champagne, de l'Hermitage, du Rivesaltes, du Rossoli, Périsco, Fenouillet. Duquel voulez-vous » Franchement, dit le roi, je tiens que le vin de Champagne vaut mieux que tous les autres. Aussitôt, Grognon prit un petit marteau et frappa. Toc, toc. Il sort du tonneau 1 millier de pistoles. « Qu'est-ce que cela signifie ?» dit-elle en souriant. Elle cogne l'autre tonneau. Toc, toc. Il en sort un boisseau de double louis d'or. « Je n'entends rien à cela. » dit-elle encore. Plus fort. Elle passe à un 3e tonneau et cogne. Toc, toc. Il en sort tant de perles et de diamants que la terre en était toute couverte. « Ah !» s'écria-t-elle. « Je n'y comprends rien, sire. Il faut qu'on m'ait volé mon bon vin et qu'on m'ait à la place des bagatelles. Bagatelles !» dit le roi, qui était bien étonné. « Vertuchon, Madame Grognon, appelez-vous cela des bagatelles? Il y en a pour acheter 10 royaumes grands comme Paris. Eh bien, dit-elle, sachez que tous ces tonneaux sont pleins d'or et de pierreries. Je vous en ferai le maître à condition que vous m'épouserez. » Ah, répliqua le roi,
qui aimez uniquement l'argent, je ne demande pas mieux, dès demain si vous voulez. Mais, dit-elle, il y a encore une condition. C'est que je veux être maîtresse de votre fille, comme l'était sa mère, qu'elle dépende entièrement de moi et que vous m'en laissez la disposition. Vous en serez la maîtresse, dit le roi, touchez-la. Grognon mit la main dans la sienne, ils sortirent ensemble de la riche cave dont elle lui donna la clé. Aussitôt, il revint à son palais. Gracieuse, entendant le roi, son père, courut au-devant de lui. Elle l'embrassa et lui demanda s'il avait fait une bonne chasse. J'ai pris, dit-il, une colombe toute en vie. Ah, sire, dit la princesse, donnez-la-moi, je la nourrirai. Cela ne se peut, continua-t-il, car pour expliquer plus intelligiblement, il faut vous dire que j'ai rencontré la duchesse Grognon et que je l'ai prise pour ma femme. « Oh, ciel !» s'écria Gracieuse dans son premier mouvement. « Peut-on l'appeler une colombe? C'est bien plutôt une chouette. »« Taisez-vous, dit le roi en se fâchant. Je prétends que vous l'aimiez et la respectiez autant que si elle était votre mère. Allez promptement vous parer, car je peux retourner dès aujourd'hui au-devant d'elle. » La princesse était fort obéissante. Elle entra dans sa chambre afin de s'habiller. Sa nourrice connut bien sa douleur à ses yeux. « Qu'avez-vous, ma chère petite ?» lui dit-elle. « Vous pleurez ?»« Hélas, ma pauvre nourrice, répliqua Gracieuse, qui ne pleurerait ? Le roi va me donner une marâtre. Et pour comble de disgrâce, c'est ma plus cruelle ennemie. C'est en un mot l'affreuse Grognon. Quel moyen de la voir dans ces beaux lits que la reine, ma bonne mère, avait si délicatement brodés de ses mains? Quel moyen de caresser une magotte qui voudrait m'avoir donné la mort? Ma chère enfant, répliqua la nourrice, il faut que votre esprit vous élève, autant que votre naissance. Les princesses comme vous doivent de plus grands exemples que les autres. Et quel plus bel exemple y a-t-il que d'obéir à votre père et de se faire violence pour lui plaire? Promettez-moi donc que vous ne témoignerez point à Grognon la peine que vous avez. La princesse ne pouvait s'y résoudre, mais la sage nourrice lui dit tant de raisons qu'enfin elle s'engagea de faire bon visage et d'en bien user avec sa belle-mère. Elle s'habilla aussitôt d'une robe verte, à fond d'or. Elle laissa tomber ses blonds cheveux sur ses épaules, flottant au gré du vent, comme c'était la mode en ce temps-là. Et elle mit sur sa tête une légère couronne de roses et de jasmin, tout comme les feuilles étaient d'émeraude. En cet état, Vénus, mère des amours, aurait été moins belle. Cependant, la tristesse qu'elle ne pouvait surmonter paraissait sur son visage. Mais pour revenir à Grognon, cette laide créature était bien occupée à se parer. Elle se fit faire un soulier plus haut de demi-coudée que l'autre, pour paraître un peu moins boiteuse. Elle se fit faire un corps rembourré sur une épaule pour cacher sa bosse. Elle mit un œil d'émail le mieux fait qu'elle put trouver. Elle se farda pour se blanchir. Elle teignit ses cheveux roux en noir. Puis elle mit une robe de satin amarante doublée de bleu avec une jupe jaune et des rubans violets. Elle voulut faire son entrée à cheval parce qu'elle avait ouï dire que les reines d'Espagne faisaient ainsi la leur. Pendant que le roi donnait ses ordres et que Gracieuse attendait le moment de partir pour aller au-devant de Grognon, elle descendit toute seule dans le jardin et passa dans une petite boîte fort sombre, où elle s'assit sur l'herbe. « Enfin, dit-elle, me voici en liberté. Je peux pleurer tant que je voudrais sans qu'on s'y oppose. » Aussitôt, elle se prit à soupirer et pleurer tant et tant que ses yeux paraissaient deux fontaines d'eau vive. En cet état, elle ne songeait plus à retourner au palais. Quand elle vit venir un page vêtu de satin vert, qui avait des plumes blanches et la
plus belle tête du monde, il mit un genou en terre et lui dit « Princesse, le roi vous attend. » Elle demeura surprise de tous les agréments qu'elle remarquait en ce jeune page. Et comme elle ne le connaissait point, elle crut qu'il devait être du train de Grognon. « Depuis quand, lui dit-elle, le roi vous a-t-il reçu au nombre de ses pages ?»« Je ne suis pas au roi, madame, lui dit-il. Je suis à vous, et je ne veux qu'être qu'à vous. »« Vous êtes à moi ?» répliqua-t-elle tout étonnée. « Et je ne vous connais point. »« Ah, princesse, lui dit-il, je n'ai encore osé me faire connaître, mais les malheurs dont vous êtes menacée par le mariage du roi m'obligent à vous parler plus tôt que je n'aurais fait. J'avais résolu de laisser au temps et à mes services le soin de vous déclarer ma passion et... »« Quoi? Une page ?» s'écria la princesse. « Un page a l'audace de me dire qu'il m'aime? Voici le comble à mes disgrâces. »« Ne vous effrayez point, belle gracieuse, lui dit-il d'un air tendre et respectueux. Je suis Percinet, prince assez connu par mes richesses et mon pouvoir, pour que vous ne trouviez point d'inégalité entre nous. Il n'y a que votre mérite et votre beauté qui puissent y en mettre. Je vous aime depuis longtemps. Je suis souvent dans les lieux où vous êtes, sans que vous me voyiez. Le don de féerie que j'ai reçu en naissant m'a été d'un grand secours. Pour me procurer le plaisir de vous voir, je vous accompagnerai aujourd'hui partout, sous cet habit. Et j'espère ne vous être pas tout à fait inutile. » À mesure qu'il parlait, la princesse le regardait dans un étonnement dont elle ne pouvait revenir. « C'est vous, beau Percinet ?» lui dit-elle. « C'est vous que j'avais tant d'envie de voir et dont on raconte des choses si surprenantes que j'ai de joie que vous vouliez être de mes amis. Je ne crains plus la méchante Grognon, puisque vous entrez dans mes intérêts. » Ils se dirent encore quelques paroles, et puis Gracieuse fut au palais, où elle trouva un cheval tout harnaché et caparaçonné, que Percinet avait fait entrer dans l'écurie, et que l'on crut qui était pour elle. Elle monta dessus, comme c'était un grand sauteur. Le page le prit par la bride et le conduisait, se tournant à tout moment vers la princesse, pour avoir le plaisir de la regarder. Quand le cheval qu'on menait à Grognon parut auprès de celui de Gracieuse, elle avait l'air d'une franche rosse, et la housse du beau cheval était si éclatante de pierreries que celle de l'autre ne pouvait entrer en comparaison. Le roi, qui était occupé de mille choses, n'y prit pas garde. Mais tous les seigneurs n'avaient des yeux que pour la princesse, dont il admirait la beauté, et pour son page vert, qui était lui seul plus joli que tous ceux de la cour. On trouva Grognon en chemin, dans une calèche découverte, plus laide et plus mal bâtie qu'une paysanne. Le roi et la princesse l'embrassèrent. On lui présenta son cheval pour monter dessus, mais voyant celui de Gracieuse, « Comment ?» dit-elle. « Cette créature aura un plus beau cheval que moi ? J'aimerais mieux n'être jamais reine et retourner à mon riche château que d'être traitée d'une telle manière. » Le roi aussitôt commanda à la princesse de mettre pied à terre et de prier Grognon de lui faire l'honneur de monter sur son cheval. La princesse obéit sans répliquer. Grognon ne la regarda ni ne la remercia. Elle se fit guinder sur le beau cheval. Elle ressemblait à un paquet de linge sale. Il y avait 8 gentilshommes qui la tenaient de peur qu'elle ne tombât. Elle n'était pas encore contente. Elle grommelait des menaces entre les dents. On lui demanda ce qu'elle avait. « J'ai, dit-elle, qu'étant la maîtresse
Je veux que le page vert tienne la bride de mon cheval, comme il faisait quand Gracieuse le montait. » Le roi ordonna au page vert de conduire le cheval de la reine. Percinet jeta les yeux sur sa princesse et elle sur lui. Sans dire un pauvre mot, il obéit. Et toute la cour se mit en marche. Les tambours et les trompettes faisaient un bruit désespéré. Grognon était ravi. Avec son nez plat et sa bouche de travers, elle ne serait pas changée pour Gracieuse. Mais dans le temps qu'on lui pensait le moins, voilà le beau cheval qui se met à sauter, à ruer et à courir si vite que personne ne pouvant l'arrêter, il emporta Grognon. Elle se tenait à la selle et au crin, elle criait de toutes ses forces, enfin elle tomba, le pied pris dans l'étrier. Il la traîna bien loin sur des pierres, sur des épines et dans la boue où elle resta presque ensevelie. Comme chacun la suivait, on l'eut bientôt jointe. Elle était toute écorchée, sa tête cassée en 4 ou 5 endroits, un bras rompu. Il n'a jamais été une mariée en plus mauvais état. Le roi paraissait au désespoir. On la ramassa comme un verre brisé en pièces. Son bonnet était d'un côté, ses souliers de l'autre. On la porta dans la ville, on la coucha et on lui fit venir des meilleurs chirurgiens. Toute malade qu'elle était, elle ne laissait pas de tempêter. « Voilà un tour de Gracieuse, disait-elle. Je suis certaine qu'elle n'a pris ce beau et méchant cheval que pour m'en faire envie qu'il me tua. Si le roi ne m'en fait pas raison, je retournerai dans mon riche château. Et je ne le verrai de mes jours. » L'on fut dire au roi la colère de Grognon, comme sa passion dominante était l'intérêt. La seule idée de perdre les 1000 tonneaux d'or et de diamants le fit frémir et l'aurait porté à tout. Il accourut auprès de la crasseuse malade. Il se mit à ses pieds et lui jura qu'elle n'avait qu'à prescrire une punition proportionnée à la faute de Gracieuse et qu'il l'abandonnait à son ressentiment. Elle lui dit que cela suffisait, qu'elle allait envoyer guérir. En effet, on vint dire à la princesse que Grognon la demandait. Elle devint pâle et tremblante, se doutant bien que ce n'était pas pour la caresser. Elle regarda de tous côtés si Percinet ne paraissait point. Elle ne le vit pas. Et elle s'achemina bien triste vers l'appartement de Grognon. À peine y fut-elle entrée qu'on ferma les portes. Puis 4 femmes qui ressemblaient à 4 furies se jetaient sur elle par l'ordre de leur maîtresse, lui arrachèrent ses beaux habits et déchirèrent sa chemise. Quand ses épaules furent découvertes, ses cruelles mégères ne pouvaient soutenir l'éclat de leur blancheur. Elle fermait les yeux comme si elles eussent regardé longtemps de la neige. « Allons, allons, courage !» criait l'impitoyable Grognon du fond de son lit. « Qu'on me l'écorche et qu'il ne reste pas un petit morceau de cette peau blanche qu'elle croit si belle. » En toute autre détresse, Gracieuse aurait souhaité le beau Percinet. Mais se voyant presque nue, elle était trop modeste pour vouloir que ce prince en fût témoin. Et elle se préparait à tout souffrir comme un pauvre mouton. Les 4 furies tenaient chacune une poignée de verges épouvantables. Elles avaient encore de gros balais pour en prendre de nouvelles, de sorte qu'elles l'assommaient sans quartier. Et à chaque coup, la Grognon disait « Plus fort, vous l'épargnez !» Il n'y a personne qui ne croit après cela que la princesse était écorchée depuis la tête jusqu'aux pieds. L'on se trompe quelquefois, car le galant Percinet avait fasciné les yeux de ces femmes. Elles pensaient avoir des verges à la main. C'étaient des plumes de 1000 couleurs, et dès qu'elles commencèrent, Gracieuse les vit et cessa d'avoir peur, disant tout bas
Ah, Percinet, vous m'êtes venu secourir bien généreusement. Qu'aurais-je fait sans vous? Les fouetteuses se lassèrent tant qu'elles ne pouvaient plus remuer les bras. Elles la tamponnèrent dans ses habits, la mirent dehors avec ses 1000 injures. Elle revint dans sa chambre, feignant d'être bien malade. Elle se mit au lit et commanda qu'il ne restât auprès d'elle que sa nourrice, à qui elle conta toute son aventure. À force de compter, elle s'endormit. La nourrice s'en alla, et en se réveillant, elle vit dans un petit coin le page vert, qui n'osait, par respect, s'approcher. Elle lui dit qu'elle n'oublierait de sa vie les obligations qu'elle lui avait, qu'elle le conjurait de ne la pas abandonner à la fureur de son ennemi et de vouloir se retirer, parce qu'on lui avait toujours dit qu'il ne fallait pas demeurer seul avec les garçons. Il répliqua qu'elle pouvait remarquer avec quel respect il en usait, qu'il était bien juste puisqu'elle était sa maîtresse, qu'il lui obéit en toutes choses, même aux dépens de sa propre satisfaction. Là-dessus, il la quitta, après lui avoir conseillé de feindre d'être malade du mauvais traitement qu'elle avait reçu. Grognon fut si aise de savoir Gracieuse en cet état qu'elle en guérit la moitié plus tôt qu'elle n'aurait fait, et les noces s'achevèrent avec une grande magnificence. Mais comme le roi savait que par-dessus toute chose Grognon aimait à être vantée pour belle, il fit faire son portrait et ordonna un tournoi où, si des plus adroits chevaliers de la cour devaient soutenir envers et contre tout, que la reine Grognon était la plus belle princesse de l'univers. Il vint beaucoup de chevaliers et d'étrangers pour soutenir le contraire. Cette Magotte était présente à tout. Placée sur un grand balcon tout couvert de brocart d'or, elle avait le plaisir de voir que l'adresse de ses chevaliers lui faisait gagner sa méchante cause. Gracieuse était derrière elle, qui s'attirait 1000 regards. Grognon, folle et vaine, croyait qu'on n'avait des yeux que pour elle. Il n'y avait presque plus personne qui osât disputer sur la beauté de Grognon. Lorsqu'on vit arriver un jeune chevalier qui tenait un portrait dans une boîte de diamants, il dit qu'il soutenait une Grognon était la plus laide de toutes les femmes et que celle qui était peinte dans sa boîte était la plus belle de toutes les filles. En même temps, il court contre les 6 chevaliers, qu'il jette par terre. Il s'en présente 6 autres, et jusqu'à 84, qu'il abattit tous. Puis il ouvrit sa boîte et il leur dit que pour les consoler, il allait leur montrer ce beau portrait. Chacun le reconnut pour être celui de la princesse Gracieuse. Il lui fit une profonde révérence et se retira sans avoir voulu dire son nom, mais elle ne douta point que ce ne fût Percinet. La colère pensa suffoquer Grognon. La gorge lui enfla. Elle ne pouvait prononcer une parole. Elle faisait signe que c'était à Gracieuse, qu'elle en voulait. Et quand elle put s'en expliquer, elle se mit à faire une vie désespérée. « Comment, disait-elle, oser me disputer le prix de la beauté ? Faire recevoir un pareil affront à mes chevaliers ? Non, je ne puis le souffrir. Il faut que je me venge ou que je meure. » Et voici, c'est ici que s'achève la toute première édition en ma compagnie de cette nouvelle année de Voyage au bout de la nuit sur D8. On se retrouve très très vite pour la suite des contes de fées. Et je vous dis une très belle nuit, de jolis rêves. Je vous embrasse tous. À bientôt.